Et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition d'EFQuest, pour le coup, pour la deuxième émission, parce qu'on a fait la première hier avec Geoffrey, Yuri et Arthur au sujet de la DevEx. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour parler de la souveraineté numérique avec Quentin Adam et Florent en co-animation. On va te laisser te présenter un petit peu, Quentin. Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir d'abord. Merci à toi. Quentin Adam, je suis surtout connu pour diriger une boîte, ça va être Clever Cloud. On a fondé il y a un petit 15 ans, dont l'objectif en fait c'est de rendre les développeurs plus efficaces et plus heureux. En fait, l'objectif de Clever a toujours été de dire le développeur il code, il envoie et puis tout va tourner, les backups, la sécurité, le machin. Et en fait, sans le savoir, à ce moment-là, on venait de mettre le pied dans un marché qu'on appelle le cloud computing. Et c'est devenu depuis un sujet relativement important, qui est un sujet qui est à la fois économiquement important, mais également politiquement, stratégiquement. Enfin, c'est devenu un sujet de prise de tête. Et en fait, c'est un sujet qui est passionnant. Donc, ça fait maintenant 15 ans que je dirige cette boîte, qui est un sujet qui, moi, me passionne. Et je suis hyper heureux, en fait, de faire ça au quotidien. C'est hyper drôle. Ok, super. Effectivement, et c'est vrai que ce côté-là, on sent ta passion. Tu as intervenu dans beaucoup d'émissions, dans beaucoup d'événements aussi, pour parler un petit peu justement du cloud et également de la souveraineté numérique, surtout en France, bien sûr, parce que la boîte est française du coup. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir un petit peu, enfin surtout pour ceux qui vont nous regarder, sur en quoi c'est important et qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on entend par souveraineté numérique? En fait, le concept de souveraineté, c'est un concept qui est assez fluide et flexible. La notion est de dire, il y a la souveraineté numérique, puis tu as cette notion qui est souvent raccordée, qui est l'autonomie stratégique. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable, dans un domaine donné, d'être suffisamment autonome de tes partenaires, de tes ennemis, de tes co-traitants, pour être capable de te sentir libre et de se développer. Pour moi, la première chose dans la souveraineté, c'est est-ce que tu es capable de faire. Par exemple, en France, on produit vraiment très 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 peu de pétrole. On n'est pas du tout souverain sur cette notion-là. Mais il y a des choses sur lesquelles on est souverain. Le blé, on se démerde à peu près sur la production agricole. Et en fait, ton équilibre et ta place dans le monde va se faire sur une capacité à faire un peu un jeu de je te tiens, tu me tiens par la berbichette et des équilibres qui se font comme ça. Et la question, c'est est-ce que le digital, c'est un truc sur lequel, je suis désolé, en me grattant, je viens d'exploser les oreilles des auditeurs, je m'excuse. En fait, la question, c'est est-ce que le digital, c'est un sujet qu'on peut trade en permanence? Tu vois, genre toutes les données des Français, les systèmes d'exploitation, le fonctionnement de toutes les boîtes, qui sont les clients, pourquoi, etc., contre des sacs à main Louis Vuitton. Tu vois, genre, est-ce que c'est un fair deal? Et en fait, je pense que là, il y a un point qui est essentiel, qui est de se dire que le digital, c'est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Quand on le dit comme ça, les gens, je pense, le visualisent pas assez, mais ce qu'on appelle une révolution industrielle, c'est le moment où on va être capable de produire beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, à la base, au 16e, 17e siècle, tu avais 40% des gens en France qui produisaient la bouffe, quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu produis la bouffe à la main, ça prend une tétrachie de gens, quoi. Il te faut des chevaux, il te faut. Enfin, tu vois, quand on dit qu'un tracteur, en fait, il fait 700 chevaux, en fait, c'est qu'il a la force de travail de littéralement 700 putains de dada. Mais 700 putains de dada, il te faut 40, 50 personnes pour les gérer. Enfin, tu vois, c'est un sujet. Et quand tu te mets à mécaniser, en fait, tu fais ça. Et d'abord dans l'agriculture, puis ensuite dans la mécanisation de l'industrie manufacturière, tu te retrouves dans un cas où, en fait, une personne va se faire le boulot de plein de gens. Et c'est un effet de levier. Quand tu as la force mécanique d'une presse 30 tonnes, en fait, un mec appuie sur le bouton de la presse 30 tonnes, il faut qu'il sache l'utiliser, mais ça fait la force mécanique de travail de énormément de gens. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La marge que tu prends sur le travail d'une personne devient beaucoup plus forte. Mais pour avoir la marge, il faut avoir ce qu'on appelle les outils de production. C'est un terme très marxien, mais c'est vrai, les outils de production, en fait, eux-mêmes se mettent à générer de l'argent. Et ça a un vrai impact, parce que ça veut dire aussi que tes outils de production, si tu es capable de les acheter, tu vas générer beaucoup d'argent au-dessus du travail des gens. Donc ça veut dire que, par exemple, tu pourrais emprunter de l'argent en avance pour les acheter, et donc
ça amène à la financiarisation de l'économie. En fait, cette révolution-là, industrielle au 19e siècle, c'est l'arrivée de la financiarisation de l'économie. Au début, tu empruntes de l'argent à quelqu'un qui a de l'argent pour créer tes outils de production, et à la fin, tu te retrouves avec des ETF-PT à effet de levier 150% sur un agrégat de valeurs sous-financières. Mais en fait, c'est une droite ligne de continuité de la financiarisation des outils de production. Et en fait, ce qui se passe en informatique, c'est que l'informatique permet de dématérialiser non pas le muscle humain, mais le cerveau humain. Et du coup, on se retrouve avec des gens beaucoup plus efficaces. Et en ce moment, on s'en rend compte totalement grâce à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez commencé à jouer avec en tant que développeur. Moi, je suis d'une efficacité en tant que développeur délirante depuis que j'ai l'intelligence artificielle qui écrit une partie de mon code. Et donc, ça veut dire que là où avant, il fallait être 5, 6, 10 pour faire mon boulot de développeur, bah, je suis tout seul. Par contre, il faut financiariser les outils de production qu'est l'IA. Et donc, ce qui est en train de se produire, c'est est-ce que aujourd'hui, on est dans une posture où on est assez bon pour dire on fait tout seul en IA? Non, aujourd'hui, le digital dans le monde, ça a à peu près 19 000 milliards de dollars, 81% des dépenses vont aux États-Unis, et nous, on est à 0,4%. On est censé être la 7e puissance du monde. C'est peut-être un pépin, quoi. Ok, donc en fait, ce que tu dis, au final, c'est que ça, c'est pas, enfin, il y a un effet de masse pour le coup sur toute la production qui peut être faite par les développeurs, etc. Et que du coup, en fait, vu que ça va très vite aussi dans le numérique, il faut qu'on arrive à rester compétitif par rapport à toute la concurrence qu'il peut y avoir, etc. Et que les investisseurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est aller vite pour justement être différenciants par rapport aux autres. Et du coup, au final, aujourd'hui, on a un peu du mal, nous, en France, à se démarquer sur certains gros aspects. En fait, la France, c'est assez paradoxal. D'un côté, on a des très bons ingénieurs. Et d'ailleurs, tu vas dans la vallée, tu as 100 000 ou 150 000 gus, personnes qui y vivent et qui sont des Français. Dans tous les projets d'IA du monde, tu vas trouver des gens qui sortent de l'école normale supérieure. De manière générale, dans beaucoup de projets open source, tu vas trouver énormément de Français, et même des trucs, tu vas être très américains, le JCP, Oracle, tu regardes qui étaient les membres des comités. Il y a des Français à tous les étages. Tu as les EJB, tu vires Emmanuel Bernard de l'équation, ça n'existe pas. Même si ça fait oldies d'en parler comme ça, mais c'est important, tu vois, de se le dire. Il y a des Français à tous les étages dans l'IT, parce qu'on a des très bonnes écoles d'ingénieurs, on a des écoles de maths impressionnantes, et donc en fait, on fait partie de l'équation. Par contre, économiquement, on ne fait pas partie de l'équation. Moi, j'ai des explications structurelles que j'ai déjà données dans plein d'endroits sur pourquoi je pense qu'on a du mal à rentrer dans l'équation, mais globalement, notre enjeu, il est de dire est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de ne pas être un acteur majeur du digital en tant que nation? Et je pense qu'aujourd'hui, vu l'impact que ça a, c'est très important, d'autant plus que nous, en tant que pays, on a fait un choix, par ailleurs discutable dans les années 70-80, qu'on a appelé la désindustrialisation, qui est de se concentrer sur le secteur des services. Si le secteur des services se remplace par un secteur de l'IA plus quelques bonhommes, si on ne maîtrise pas la partie informatique du service, on est peut-être dans une situation qui va devenir un peu compliquée et light en termes de valeur produite. Et une fois que tu es light en termes de valeur produite, ton problème numéro un, c'est comment tu payes les hôpitaux, les écoles, les routes. Hein. Ça devient assez concret, assez rapidement, en fait, ta problématique. Et donc pour ça, la question, c'est comment reprendre la chaîne de valeur. Et je pense que là, c'est un enjeu qui est... Donc ça, c'est le premier enjeu qui est très économique. Le deuxième enjeu, qui est un enjeu qui est culturel. En fait, comme le logiciel, ça n'est jamais qu'une abstraction de l'esprit humain et de la culture, il y a énormément d'enjeux culturels qui sont posés dans le logiciel, dans les réseaux sociaux, etc., dans la façon de faire. Culturel avec un grand C, quelque chose de positif. Hein. Je ne suis pas du tout en train de plaider pour quelque chose où on se renferme sur nous. Mais la culture, c'est ce qui reste quand on a enlevé tout le reste. Et parfois, on peut se dire qu'il y a une exception culturelle pertinente à traiter dans le logiciel et qui me paraît importante. Et on s'en rend d'autant plus compte aujourd'hui que depuis l'élection de Donald Trump, je dirais qu'on est en train de vivre une version intense de la culture américaine. Et encore plus depuis 2 jours, hein, parce que la bataille Trump-Musk, c'est drôle. Tu vois, on savait que ça allait arriver, mais quand même, tu vois, là, on s'amuse. Et en fait, je pense que dans cette vision-là, on comprend bien qu'on n'est pas américain. Et je pense que c'est d'autant plus vrai qu'il faut rappeler pourquoi on en est là. L'impact culturel des États-Unis
sur notre culture à nous, c'est une stratégie planifiée, concrète, qui a amené à cette fameuse expression technologie américaine. Le seul contrepartie qu'on a eu au plan Marshall, donc le financement de millions de dollars de la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a mené à en place l'OCDE, les gens ne se souviennent pas, mais l'OCDE, cet organisme international existe, c'est le gestionnaire du plan Marshall en fait à la base. La seule contrepartie du plan Marshall, c'est l'ouverture du marché des salles de cinéma françaises aux films américains produits à Hollywood. Et c'est très intéressant parce que, tu vois, l'endroit où on utilise le terme exception culturelle pour le plus, c'est comment on a sauvé l'industrie cinématographique française, tu vois. Et donc, c'est très important de comprendre qu'à un moment donné, notre point culturel, il est là, selon moi. Ok. Et effectivement, là, tu parlais de l'élection de Donald Trump. Oui, je pense qu'on en a pas mal, on a pas mal vu un petit peu les impacts. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont un peu en train de se réveiller de cette dépendance forte qu'on peut avoir avec certaines GAFAM et de se dire, d'entendre des menaces des fois, si jamais on vous coupe les accès à notre cloud, etc., vous faites comment pour vous retourner, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une prise de conscience en mode, peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on mette tous nos œufs dans le même panier pour... Ouais, j'irais même un peu plus loin. Quand on est une entreprise, souvent on va se poser la question, est-ce qu'on héberge nous-mêmes finalement le service informatique quelque part, ou est-ce qu'on va finalement recourir à du coup, un provider externe? Et finalement, est-ce qu'il y a des petites lignes sur lesquelles il faut être vigilant? Voilà. Quelle est ta position? Je vais répondre, à ce niveau-là, je vais répondre à 3 sujets. Je vais faire une première réponse très globale qui est une vision industrielle qui est souvent pas approchée en informatique, alors qu'en fait l'informatique n'est jamais que la construction d'une chaîne de valeur industrielle et à la fin tu fais un assemblat industriel que tu consommes. Euh, Moi j'ai fait pas mal d'industrie aussi, je construis des respirateurs, des jukebox, des conneries, machin. En industrie il y a une règle, c'est imagine que je te dise, eh ben là, pour produire notre jukebox, 100% de mes composants viennent d'un seul fournisseur. J'ai rompu mes relations contractuelles et avec tout le monde. Mon fournisseur est à l'autre bout de la planète, sous une autre loi, dans un autre régime politique. Tout va très bien se passer. Tu me regardes et tu me dis, mais t'es un grand malade. En fait, en informatique, c'est littéralement ce qu'on fait. Ta règle, pourtant, tu vois, en industrie, c'est de dire, j'ai une chaîne d'approvisionnement, 2 chaînes d'approvisionnement, 3 chaînes. Et en général, la troisième, elle est un peu plus petite, elle est près de chez toi. Et c'est quelqu'un sur qui tu as une forte capacité de donner des ordres. Euh, et en fait, en informatique, on a souvent vu des gens qui disaient on fait du all-in sur un seul fournisseur parce qu'il va nous faire une réduction de prix, parce que machin, parce que etc. Mais le all-in, en fait, si tu regardes, c'est une pratique industrielle qui est hyper mauvaise. Donc la première chose, c'est que je pense que l'informatique a besoin de se réveiller en termes de gestion aujourd'hui et de se rendre compte qu'à un moment donné, on ne peut pas, dans ce cadre, dire écoute, c'est pas grave, on va faire de l'informatique où en fait pour toujours et à jamais, on va donner on n'a qu'un seul fournisseur. Il faut aujourd'hui, en informatique, réappliquer les patterns de l'industrie. Le deuxième point, c'est un point qui est, est-ce que les États-Unis, en tant que fournisseur mondial, ont un impact sur notre façon de faire du business? Vous vous souvenez de l'amende posée à BNP ou à Alstom? En fait, il s'agit chez les États-Unis d'une stratégie globale du pays qui est ce qu'on appelle la weaponisation de la loi, c'est-à-dire transformer la loi en arme. Et notamment, je vous invite à aller regarder les témoignages d'un mec qui s'appelle Frédéric Perucci, qui était chez Alstom. Mais long story short, ils prennent un certain nombre de leurs lois, les États-Unis, et les construisent en tant qu'armes pour se permettre de faire du déploiement économique, d'acheter des entreprises, de prendre des parts de marché, de gagner des choses. Et en fait, ils se servent comme d'une arme d'un certain nombre de lois qu'ils ont, et notamment les lois qui permettent de dire que tout paiement fait en dollars concerne le commerce extérieur américain, quels que soient les gens de cette transaction et le territoire de cette transaction. Les lois sur ce qu'ils appellent la corruption de fonctionnaires fédéral, en disant il y a une homologation, si jamais n'importe qui a bossé pour un État, en fait c'est un fonctionnaire fédéral. Et les lois d'espionnage, et dont le FISA, parce que souvent on parle du Patriot Act, la réalité c'est que le problème c'est le FISA. Le FISA c'est quoi? C'est une loi qui dit que n'importe quel Américain travaillant dans une société américaine ou à l'étranger, s'il a accès à des serveurs informatiques, il doit donner
au au pouvoir américain, et en général ça passe par la NSA, mais n'importe quel autre organisme, les informations qui lui sont demandées sans même en informer sa hiérarchie. Ce qui fait que quand, par exemple, le patron d'Apple, de Google, lève les bras au ciel en disant moi, je ne sais pas si on a eu des demandes, c'est vrai, on ne lui a jamais demandé. C'est aux administrateurs et en chaîne d'en dessous, en fait, qu'on a demandé les informations et ils les ont livrées. Oui, directement à la source, quoi. Ouais. Et la question, c'est est-ce que le FISA est utilisé aujourd'hui par les États-Unis pour demander des informations? Il y a peu d'informations sur la cour FISA telle qu'elle est fonctionnelle, puisque ce n'est pas une vraie cour de justice, c'est une cour administrative. Et l'an dernier, le FISA a accepté 30 000 requêtes d'accès à de la donnée venant d'une des 18 pages d'organismes listés comme ayant le droit de demander. Donc, globalement, n'importe qui dans l'État américain peut demander de l'information FISA. Et en a rejeté. Donc, ils ont accepté 30 000 demandes et ils en ont rejeté 5. Pas 5 000, hein, ils en ont rejeté 5. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle une cour d'enregistrement. Hein, donc, voilà, ils n'en ont rien à branler, quoi. Donc, je pense que les choses sont assez claires. On a un premier point qui est de dire c'est pas très bon pour les boîtes structurellement d'avoir un fournisseur et de ne pas avoir la main sur ses fournisseurs. Le deuxième point, c'est qu'il y a une weaponisation des offres. Et le troisième point, c'est un point de dépendance économique. Dans un monde où le digital, dont l'intelligence artificielle et dont la révolution industrielle de la prestation intellectuelle prend de plus en plus de poids, et notamment pour un pays qui s'est tourné vers le tertiaire, avoir des fournisseurs fondamentaux de matières premières qui sont l'énergie informatique et l'IA, qui sont intégralement overseas, ça pose un vrai problème d'indépendance stratégique et de pognon, en fait. Enfin, en fait, du coup, tu te retrouves avec énormément d'argent qui part en permanence sur ces sujets-là. Et je pense que c'est assez important de se le monitorer en disant comment on fait. Et là-dessus, il y a comment tu fais pour construire un écosystème. En fait, tu passes ton temps à financer des gens aux côtés de toi et tu répartis tes budgets de façon à faire croître en fait, ton écosystème local, quoi. Et en France, du coup, comment on peut finalement choisir du coup, d'être actif, finalement d'avoir une position positive justement vers la souveraineté numérique? Quand je suis une entreprise du coup, sur le territoire français, quels sont les ingrédients que je dois considérer finalement? En fait, pour faire des champions du digital, il faut plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en France, on a une culture du digital dans les entreprises où on a des géants qui sont essentiellement des géants du service. Ce qui n'est pas un problème dans l'absolu, c'est juste que le service, tu ne crées pas d'assets. Donc en fait, si tu veux, tu prends de l'argent, tu payes les gens qui ont brûlé le service, tu prends ta marge, mais tu ne construis pas un asset durable. Tu vois, si tu réfléchis 2 minutes à une notion d'asset, Microsoft, enfin le noyau NT acheté au début des années 80 par Bill Gates, le pognon qu'il a rapporté depuis, quoi. C'est un asset technologique qui rapporte de l'argent. Et asset technologique, on parle du noyau NT, merci l'évêque, hein, tu vois, genre. Aujourd'hui, la première chose, c'est qu'il faut qu'on se focus sur le fait de créer des boîtes éditeurs. Et il faut comprendre que c'est très compliqué dans le paysage, parce qu'un organisme comme Numéum, c'est l'héritier Syntec, machin, etc. En fait, dedans, les gros donneurs d'ordre, ceux qui ont la masse salariale, c'est en fait les sociétés de services, les ESN. Je ne dis pas que c'est un problème en soi, mais du coup, elles ont tendance à défendre des intérêts qui ne sont pas toujours alignés avec les intérêts des éditeurs, alors que la position long terme de construction de valeur durable pour le pays, en fait, c'est les éditeurs qui doivent l'apporter. Donc la première chose, c'est qu'il faut considérer les éditeurs. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on est mauvais. Il y a beaucoup de très belles boîtes françaises, européennes, qui construisent des très très belles technologies. Et il faut être prêt à les acheter. La technologie dans l'iPhone qui permet de faire ta reconnaissance faciale, ça sort intégralement de Grenoble. Mais on le vend aux Américains, et c'est eux qui le packagent et qui en font un produit que tu rachètes beaucoup plus cher derrière. Il y a énormément de technologies, c'est le cas en fait. Et donc la première chose, c'est qu'il faut relever la tête et se dire, en fait, on est tout à fait capable en Europe de construire des choses. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, la question, elle est comment tu crées un écosystème favorable. Tu crées un écosystème favorable à l'innovation en faisant plusieurs choses. La première chose, c'est que l'innovation vient rarement de très grands groupes. Parce que c'est compliqué dans un grand groupe de se remettre en cause complètement son modèle économique et compagnie et de prendre les bonnes décisions. Donc l'équation doit venir de petites structures et il faut être prêt à acheter aux petites structures. On est très mauvais en France à acheter aux petites structures, alors que structurellement aux États-Unis, ils ont un truc qui s'appelle le Small Business Act, qui oblige une fraction du budget de l'État et des grosses entreprises à acheter à des entreprises petites et locales, à des PME locales.
Pourquoi? Parce que ça te permet de faire grossir. Parce que Schumpeter, en économie, a écrit un truc assez simple, qui est le cycle de vie des entreprises. Les entreprises, elles grossissent, elles stagnent, elles meurent. En France, on a fait des entreprises qui grossissent, qui stagnent, et qu'on blinde de subventions pour éviter de les laisser crever. Alors que le cycle théorique d'emploi, les boîtes meurent, mais d'autres boîtes ont pris le relais. Sauf que comme on a tendance à pas acheter aux petites boîtes, et notamment les grosses boîtes ont beaucoup de mal à acheter aux petites boîtes, et je salue ici des boîtes qui font le contraire. Tu vois, on est à Niort, la Maïf est client chez Clever depuis très longtemps et fait confiance dans la souveraineté technologique et a développé des briques incroyables d'open source au-dessus de Clever, dont par exemple Autoroshi, qui sont des choses, tu vois, où ils se sont engagés. Mais c'est aussi la fibre mutualiste, tu vois, qui existe à Niort, qui leur a fait prendre ce genre de choix. Mais tu vois, l'État, par exemple, va avoir tendance à toujours acheter à du cap. Et si tu prends, tu vois, des petites sociétés de services, elles vont se retrouver, en fait, cachées par du Capgemini quand elles vendent à l'État. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, Capgemini prend une partie de la marge ne va pas dans la petite boîte ne peut pas se développer. Et donc, du coup, on pète mécaniquement notre cycle schumpeterien de croissance et de disruption des boîtes. Donc la première chose, c'est qu'il faut se mettre dans le mindset d'acheter aux petites boîtes. Pour les grands groupes, d'acheter les petites boîtes. Le grand groupe français moyen déteste acheter une start-up en disant mais les 20 pelos, là, les 30 pelos, les 100 pelos, nous on est au pif Orange, on est X dizaines de milliers de personnes, on est capable de faire ce que vous faites. Eh ben non, en fait. D'abord parce que le génie, c'est pas si courant que ça. Et ensuite, parce qu'il y a des contextes dans lesquels tu peux innover, tu peux être agile, tu peux être etc. Et en fait, il vaut mieux parfois acheter une petite boîte pour construire. Et en plus, ça va faire retourner de la valeur aux investisseurs qui vont pouvoir réinvestir. Et la grosse boîte va être capable de scaler les ventes. Et donc, on a un vrai problème culturel ici qui est de dire les petites boîtes, c'est important de les faire croître dans le pays et pas de dire on campe sur des positions avec uniquement des grands groupes. Parce que ce n'est pas sain, en fait, pour l'économie. La deuxième chose, c'est de dire comment on fait pour faire croître des produits. On fait du feedback. Normalement, il faut étaler ses dépenses. Alors, il y a un problème dans le cloud, si on prend le sujet typiquement du cloud, c'est qu'on a un modèle tarifaire qui a été imposé par Amazon, mais qui a été très bien accepté par les autres, qui est de dire on va faire du réseau, où en fait, historiquement, le réseau, ce qu'on paye, c'est le tuyau. C'est-à-dire tu payes le câble qui arrive, mais pas ce qu'il y a dedans. Amazon a eu l'idée de faire payer ce qu'il y a dedans. Pour aucune bonne raison. Ça n'a aucune bonne raison économique d'exister. Ça n'a aucune justification. La seule chose que ça fait, c'est que ça enferme les gens, parce que tout échange de data est un problème. Et donc, du coup, tu enfermes les gens chez toi et tu te crées une position monopolistique. Moi, je défends l'idée que cette pratique tarifaire-là est anticoncurrentielle. C'est très compliqué de faire expliquer pourquoi ça ne devrait pas exister aux législateurs, notamment européens, mais je ne désespère pas, parce que je pense que c'est quelque chose qui réellement empêche le multi-cloud, tout simplement parce que le réseau te coûte trop cher en input-output quand tu fais ça. Et en plus, du coup, ça empêche l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, parce que tu ne peux pas prendre une petite prestation chez un petit acteur, puisque ça te coûte tout de suite une métaburne. Donc tu es obligé de séparer. Donc ça, c'est un premier truc. Il faut être capable de diversifier ses achats pour avoir plusieurs fournisseurs. Et dans tes achats, être capable de prendre des plus petits fournisseurs et de leur faire du feedback. Moi, je sais très bien, par exemple, que chez Clever Cloud, notre produit est très loin d'être parfait. Mais si personne ne l'utilise jamais pour nous dire ce qui, nous, en tant que gros utilisateurs, ne nous va pas, c'est ça, ça, ça et ça, nous, on ne sera jamais capable de se mettre à niveau. Et parfois, il faut entendre que notre mise à niveau va nous prendre 2 ans. Parce que le financement, parce que, etc., parce qu'on a une roadmap qui est très compliquée. Après, tu vois, Clever, on a une boîte qui double tous les ans, sans investisseurs. Jamais vu, personne ne fait ça. On est quasiment 100 chez Clever aujourd'hui. Tu as 60 ou 70 personnes à la R&D, et la majorité de la R&D bosse sur des trucs qui ne sont pas sortis. C'est fort, c'est des engagements forts. Et moi, en tant qu'actionnaire majoritaire de Clever, je peux te le dire, c'est un engagement qui est très fort. En 15 ans, j'ai toujours pas vu le moindre euro de dividende tomber. On réinvestit tout ce qu'on veut parce qu'on essaye de faire croître la structure. Mais tu vois, pour répondre à la question, c'est un mix, tu vois, c'est culturel et c'est prendre des décisions qui te permettent de faire croître. Et comment, au niveau d'un développeur, c'est essayer avec les crédits gratuits, faire un feedback, dire comment on va essayer et surtout, pas se dire on va migrer tout. Je te donne une très très grosse organisation dont je ne peux pas vraiment dire le nom, est venue nous voir en disant nous on a une dépense d'1,7 milliard à l'année sur Amazon. 1,7 milliard. On aimerait migrer cette dépense-là chez vous. Ouais gros, moi je peux pas. Si demain matin tu me donnes 1,7 milliard de prestats à faire, moi je suis pas capable de les tenir en fait. Par contre, tu peux commencer à me donner les miettes, je vais grandir, je vais scaler, et comme ça, on pourra le prendre. Mais 1,7 milliard demain, et je vais être franc, OVH ne peut pas le prendre, Ionos ne peut pas le prendre,
Scaleway ne peut pas le prendre. Personne ne peut prendre 1,7 milliard demain. Personne en Europe. Parce qu'on n'a pas été assez nourri dans le temps. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est nous nourrir à la pipette en nous nourrissant le plus possible qu'on est capable d'absorber en ce moment pour nous permettre de croître. Et comme ça, on peut rattraper notre retard. Parce que la bataille n'est pas du tout perdue, quoi. Et est-ce que ça crée une sorte d'alliance du coup avec les boîtes dont tu cites pour le coup pour justement essayer de répondre au mieux à plusieurs pans Oui. de la dépendance Amazon? Effectivement, on peut préciser, tu es président du coup de Open Internet Project, du coup fondé, ça doit être en 2014 si je ne me trompe pas. Non, non, c'est bien plus tôt. Open Internet Project, en fait, a été fondé par que des boîtes qui sont mortes aujourd'hui. C'est les boîtes qui faisaient les comparaisons de shopping. Non, c'est moi, c'est mes médocs. Ok. C'est les comparaisons de shopping. On fait ça, les quels coûts, etc. Quand Google Shopping est sorti, il les a écrasés en faisant de la pratique complètement déloyale. Et en fait, du coup, on a gagné le procès Google Shopping. C'est les fameux 3,4 milliards d'amendes que Google ne paye jamais. Ils font appel, machin, on s'engueule avec eux, tout ça. Mais si tu veux, 3,4 milliards d'amendes, c'est un chiffre, c'est prodigieux, tu vois, tu te dis c'est génial. Quand tu comptes ce que Google Shopping a gagné, en fait, la provision pour fraude, elle est magique. Et en fait, que ce soit Microsoft qui fait de la vente liée depuis les 90 et tout, et à chaque fois qu'on leur fait un procès, ils le perdent, mais ils continuent à le faire parce qu'en fait, ça va pas assez vite et on les tape pas assez fort. Donc en fait, que ce soit Google, que ce soit Meta, que ce soit Amazon, que ce soit Microsoft, on a affaire à des boîtes qui structurellement n'est pas une boîte qui ne respecte la loi et ils font n'importe quoi et on les laisse faire et c'est insupportable. Et donc ça c'est un vrai problème, tu vois, qui fait quoi on est obligé de les attaquer. En fait c'est très drôle parce que là, je me suis fait emmerder par TikTok au moment où j'ai dit que Microsoft, Google, etc. étaient des délinquants. T'as TikTok qui t'a dit oh mais t'as pas le droit de dire ça. Alors ce sont des délinquants multirécidivistes. Hein. Quand tu te fais condamner en série pour les mêmes choses, on appelle ça des délinquants multirécidivistes. Et donc, du coup, moi, ça m'amuse toujours de voir des grandes boîtes françaises dire on est si heureux de travailler avec Google. Ouais, enfin, c'est un délinquant multirécidiviste. Je suis si heureux de travailler avec ce dealer de cocaïne. Tu vois. Voilà, c'est un vrai sujet. Le point, il est de dire est-ce que l'alliance existe? Moi, j'ai une approche qui est de dire tout client qui reste sur des serveurs européens et sur des entreprises européennes, je suis pour. Moi, je mets ma technologie à disposition de n'importe quel provider qui est prêt à faire du revenu sharing et à travailler au-dessus. Aujourd'hui, sur Clever Cloud, tu peux déployer sur Clever, mais tu peux également déployer sur des zones OVH, Scaleway, Dassault Outscale, Cloud Temple et d'autres en Europe. On est en train de travailler une zone Ionos, on est en train de travailler des gens d'Aruba, des gens de Gigas. On fait le boulot. C'est pas toujours facile d'expliquer le fonctionnement de la coopération à tout le monde, mais moi j'ai une vraie volonté de dire on devrait systématiquement collaborer parce qu'à chaque fois qu'on gagne un client qui reste, c'est un client qui ne part pas aux États-Unis et c'est donc du business et de la volonté qui reste chez nous et c'est une bonne chose. Donc moi c'est mon approche, c'est pas toujours l'approche de mes petits camarades pour être tout à fait sincère, mais c'est l'approche qu'on a chez Clever qui est de dire il faut toujours être partenarial. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois, l'enjeu c'est un enjeu culturel. Les lobbyistes sont en permanence rendus chez la ministre. À Bruxelles, tu les trouves en permanence. Et regarde, les gens ont une image hyper bénéfique de Google, alors que si tu regardes, tous les dangers de la démocratie occidentale peuvent se rasteriser à un super truc. Si vous voulez, je peux vous montrer, j'ai un super schéma où tu as le revenu de la presse qui s'écrase comme ça, et de l'autre sens, tu as le revenu de Google. C'est un X. C'est pas compliqué, c'est un transfert. Les mecs prennent le pognon de la presse. Une fois que la presse est plus rentable, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, si c'est pas rentable, il faut d'autres gens qui la payent. Donc elle se fait acheter par des milliardaires qui ont par exemple des opinions, qui font des médias d'opinion à perte, de façon à pouvoir manipuler les élections dans le pays. La plus grande menace aujourd'hui sur la démocratie, c'est le pognon d'AdWords de chez Google. C'est assez simple en fait. Et quand je dis ça, tout le monde est là, genre horrifié à dire mais tu peux pas dire ça. C'est statistiquement vrai en fait. Enfin, c'est voilà. Et il est presque plus dangereux que les fermes de bots de contenu de Vladimir Poutine, tu vois, qui existent aussi. Il faut arrêter de se voiler la face, quoi. Enfin, il y a un moment, et la défense de la démocratie, c'est ça. Et tu vois, ça, c'est un enjeu culturel, par exemple, qui peut se transmettre de façon financière. Si on arrête de faire de la pub sur AdWords, bah, en fait, le problème n'existe plus, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment se dire comment on construit un discours ensemble, de se donner, c'est des enjeux culturels. Et en tant qu'entreprise, on a des responsabilités sociétales.
Ce qui est un discours qui est d'autant plus intéressant à tenir à Niort, où ce sont des mutualistes. Merci Quentin pour Merci ton beaucoup. intervention. L'émission va se terminer pour le coup. On espère que vous avez passé un bon moment et pour le coup, nous, c'est la dernière journée. C'est ça, exactement. Ça se termine ce soir. Ce soir, à 18h. Les replays seront disponibles du coup normalement d'ici 2 semaines. Un petit dernier mot pour la fin peut-être? Merci beaucoup de votre invitation. J'invite chaque développeur et ingénieur à se dire qu'on vit probablement la révolution la plus incroyable qu'on puisse vivre en ce moment, notamment à travers l'intelligence artificielle. Et on vit un moment incroyable où il est peut-être en train de se produire la notion de souveraineté européenne et de notion de citoyenneté européenne. Pris en étau entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les Européens sont en train de se dire peut-être qu'en fait, il faut qu'on se mette enfin à bosser ensemble. Je pense qu'on vit un moment qui est excitant et qu'il faut le saisir et remercier l'histoire de nous placer au milieu de ça, parce qu'on peut avoir une responsabilité incroyable. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si je peux faire quoi que ce soit pour vous, pour mettre ça en perspective, parce que je pense qu'on a, voilà, on vit des temps qui sont en fait très excitants, quoi. Et je vous confirme, il est facilement accessible sur Oui. LinkedIn. Quentin Adam, pour le coup. Merci beaucoup. Merci.